avec à Yaoundé et Belle Olinga et bien sûr à Douala, Monsieur Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé qui s'installe, on va le dire, et qui a pas mal de journaux ce matin, tiens. Jean-Jacques. Bonjour. D'accord. Revue de presse à suivre simultanément sur les antennes de Suite FM dans le cadre de l'émission Un matin pas comme les autres, présentée par Rodrigue Nono et Moussa Jean Calagan. Alors, le temps que Jean-Jacques Zé mette son micro, se positionne, on va tout simplement souhaiter une excellente journée à Odette Capchier qui nous regarde. Elle est à Bafoussa. Bonjour Jean-Jacques. Ouais, on est passé à 2 micros. On est passé à 2 micros, il paraît que c'est plus pratique comme ça. Voilà. 2 micros carrément. Ouais, 2 micros. Vous allez bien ce matin, Jean-Jacques? Ça va super bien. Ça va super bien. Ouais. D'accord. Alors, on va démarrer avec Mutation. Oui, qui nous dit que ça va moins bien dans la police. D'un côté, ça va d'ailleurs bien. Le chef de l'État a pris d'importantes décisions et de cela quelques jours pour la nomination de quelques éléments dans la police camerounaise, mais également a procédé à des sanctions contre certains policiers jugés véreux dans des affaires qui sont bien connues. C'est le pied de une de Mutation ce matin et qui nous propose l'intégralité du document rendu public par les soins du président de la République. Mais la grande une du journal des Messé ce matin consacrée à l'état de santé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui pourrait, selon la lecture proposée par ce journal, également être concerné par les mouvements qui sont attendus depuis un certain temps et qui ne devraient pas que concerner les membres du gouvernement, qui pourraient également aller jusqu'au fonctionnement de la structure qui gère, en tout cas de la structure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La coïncidence a voulu qu'en 2011, lorsque le chef de l'État nommait les membres du gouvernement, la suite du texte, les textes du chef de l'État procédait également à la désignation du secrétaire général du comité central en la personne de Jean Kouété pour remplacer René Emmanuel Sadi qui était promu ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Peut-être que le même scénario est annoncé, même si dans le cadre des délais, rien n'indique que ça pourrait être dans les mêmes textes. Mais toujours est-il que du côté du comité central, selon Mutation ce matin, on pense absolument à ces changements qui devraient intervenir au regard, justement, dit le journal, de quelques dysfonctionnements qu'on a constatés pendant le double scrutin du 30 septembre dernier, mais également les élections sénatoriales. De ce côté-là, tout semble indiquer que le chef de l'État devrait toucher cette structure de fonctionnement du parti, notamment quelques conseillers du secrétaire général qui sont cités dans de nombreuses affaires assez compliquées là-bas, mais également le secrétaire général du comité central lui-même qui serait présenté comme partant. Des sources indiquent que ce serait à partir du travail élaboré. D'autres sources relayées par Mutation ce matin pensent que c'est de manière logique que Jean Kouété pourrait partir du secrétariat général du comité central du RDPC du moment où le chef de l'État ne peut pas garder deux ressortissants de l'ouest du pays à la tête des institutions aussi importantes, même si de façon claire, le RDPC n'est pas l'État. Le journal voulait parler là de Niat Njifendi Marcel, qui est président du Sénat, et de Jean Kouété, qui est le secrétaire général du comité central du RDPC. D'ailleurs, ceux qui soutiennent cette position indiquent que dans le cadre de la recherche du président du Sénat, Jean Kouété, pour sa part, avait proposé Peter Mafani Moussongué comme président de cette chambre haute du Parlement camerounais. Question d'esquiver justement, d'éviter qu'on se retrouve avec deux hautes personnalités d'une même région à la tête des institutions. Dans tous les cas, le journal fait intervenir également Moncam, qui est l'un des conseillers du secrétaire général du comité central, qui semble indiquer que contrairement à ceux quelques allégations, le travail se poursuit normalement au sein du comité central du RDPC parce que le reporter de Mutation indiquait justement qu'il y a une sorte d'attentisme là-bas. Tout est pratiquement en mode veille, étant donné que même le secrétaire général aurait décidé d'arrêter le fonctionnement de quelques structures, de quelques initiatives, les renouvellements qui étaient annoncés et quelques sanctions aussi pour attendre justement de quoi sera fait le lendemain de ce côté-là. Ce que dément pratiquement le conseiller Moncam qui estime que le travail se poursuit normalement. On attend d'ailleurs les conclusions de la commission ad hoc des disciplines dirigée justement par Peter Mafani Moussongué qui devrait livrer ses résultats. Que se passe-t-il donc fondamentalement au sein du Social Democratic Front? Est-ce que le parti de la balance va s'engager dans le gouvernement, comme l'indiquaient quelques quotidiens hier, qui parlait justement des négociations qui seraient ouvertes entre le pouvoir et le SDF, qui indiquait justement que pour la première fois, le SDF n'avait pas balayé d'un revers de la main le sujet relatif à son entrée au sein du gouvernement. Joshua aussi, le premier vice-président de cette formation politique, réagit dans les colonnes de Mutation ce matin. Le SDF, s'il arrive qu'il entre au gouvernement,
peut le faire pour des raisons politiques dans le cadre d'un gouvernement de salut public. C'est l'un des aspects soulevés par cet homme qui, en quelques points, revient sur ce qui s'est réellement passé, selon lui, du côté de Bamenda. Premièrement, il indique que le sujet relatif à l'entrée du SDF au sein du gouvernement n'était pas à l'ordre du jour de ce côté-là, contrairement à ce qu'avaient annoncé des journalistes. Il indique que dans les résolutions finales, pour preuve, il n'y a pas mention faite justement de cette position du SDF par rapport au gouvernement. Il dit également que le SDF n'entrera pas au gouvernement par nomination, mais par élection démocratique, même s'il réussit à ressortir ce que le journal a retenu, que cela pourrait arriver que pour des raisons politiques, justement, le parti de la balance s'engage, mais dans le cadre d'un gouvernement de salut public. La position du SDF est reprise également in extenso dans les colonnes de Le Messager ce matin, qui a également suivi Joshua aussi, parler justement de cette tractation qui n'existerait pas selon le vice-président du Social Democratic Front, donc entre son parti et le gouvernement. Déjà, il indique que ce n'est pas au SDF de mener ce genre de négociations. Ça pourrait venir du gouvernement sur la base justement de ce qui pourrait s'apparenter à des préalables, mais qui ressortent, selon cet homme-là, la position exacte du parti. Il indique également qu'un engagement ou pas du SDF dans le gouvernement n'est pas l'affaire d'un membre non mandaté du Social Democratic Front. Ça pourrait être l'affaire de façon globale du parti politique, et ce genre de décision se discute souvent dans le cadre du comité exécutif national, le dernier en date n'ayant pas profondément abordé la question, n'ayant même pas inscrit la question à l'ordre du jour, selon les propos de Joshua aussi. La grande une de Le Messager ce matin consacrée à la disparition de la secrétaire de Marafa Hamidou Yaya. Les journaux en parlent depuis un certain temps. Le journal de Feu Pius Ndiaye s'intéresse un peu à ces pistes-là qui se dessinent autour de cette découverte macabre qui suscite en tout cas l'émoi et l'émotion du côté de la prison de Kondengi, où, dit-on, Marafa Hamidou Yaya est sérieusement ébranlé depuis l'annonce de cette nouvelle, mais qui a finalement tué la secrétaire de Marafa. C'est le grand titre choisi par Le Messager ce matin, qui a d'abord fait une descente du côté de la résidence du Golfe à Yaoundé, le domicile qu'occupait justement cette quinquagénaire-là, qui reste justement sans mouvement précis, inhabité, qui ne porte pas le deuil. Peut-être, disent quelques personnes rencontrées autour de la résidence, parce qu'elle y vivait toute seule, et que d'ailleurs les seules affiches qu'on peut lire à l'entrée du portail principal, c'est que la maison est à louer, et les sources indiquent que c'est peut-être l'appartement au-dessus qui serait en location de ce côté-là, mais les causes de la mort n'ont pas encore été transmises aux membres de la famille. Les enquêtes restent ouvertes. Les résultats de l'autopsie ne sont pas encore officiellement rendus publics, mais le journal se fonde en tout cas sur les aspects physiques observés sur le cadavre, avec les hématomes, avec quelques signes qui indiquaient qu'il y aurait eu peut-être une bagarre, qu'elle aurait tenté de se défendre, une fenêtre défenestrée, comme on le dit dans les milieux de la justice, justement, indiquant qu'il y aurait eu des intrusions de ce côté-là. Autant d'éléments rassemblés par Le Messager ce matin pour accompagner la réflexion sur ce qui pourrait avoir causé le décès de cette femme, présentée justement comme calme et discrète par son frère aîné, rencontré également par Le Messager ce matin. Le même journal, en tout cas, de Feu Pius Ndiaye, s'intéresse à l'aspect, à l'actualité sportive et cette colère de la FIFA contre le Brésil au sujet justement des retards rencontrés et observés dans le cadre des travaux pouvant conduire à l'organisation dans les meilleures conditions de la prochaine édition de la Coupe du Monde de football, mais également à la mise sur pied du comité de redressement de la SOCAM pour ce qui est de la culture, avec les jokers d'Ama Tutumuna qui sont en service. Des réactions également de Camille Briand et d'André-Marie Tala qui sont également là pour accompagner ces initiatives d'Ama Tutumuna. Mais la situation aussi de l'artiste musicien Isnebo qui, à l'annonce justement de la formation de ces différents comités, l'avait dit ne pas vouloir s'engager. Il a finalement retourné sa veste, disent les journaux ce matin, Isnebo. Il dit que lui va travailler parce qu'il veut rester du côté de la légalité. On peut également découvrir dans les kiosques ce matin le journal Horizon Nouveau qui s'intéresse à cette annonce très forte qui intéresserait davantage les populations de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.
peut-être bientôt la fin du cauchemar pour ce qui est des problèmes d'eau potable de ce côté-là. Camwater est sur le terrain, les initiatives sont dévoilées. On note également les stations de captage qui ont été nouvellement aménagées avec des chiffres forts qui sont annoncés et qui pourraient réduire considérablement les problèmes d'eau dans la capitale politique du Cameroun. C'est 50 000 mètres cubes qui sont annoncés et qui sont attendus, les projets portés par le directeur général de Camwater, Jean-William Solo, mais à lire absolument également dans les colonnes de ce journal, l'affaire Etundi Oyono qui revient. En tout cas, le journal s'intéresse particulièrement à cette affaire-là en indiquant que est-ce qu'on devait même se retrouver devant les tribunaux, puisque l'affaire, s'il faut bien l'évoquer, c'est l'affaire Rio Del Rey et quelques commissions qui auraient été versées à quelques personnalités. Le journal nous repropose en tout cas une lecture profonde de cette affaire pour indiquer que Etundi Oyono, même condamné entre guillemets, comme cela a été le cas avec sursis, n'aurait même pas dû être convoqué devant les tribunaux, ne devait pas se retrouver dans cette affaire-là, dont les lignes sont bien dessinées et qui ont déjà même entraîné la mort du journaliste Bibi Ngota, justement dans le cas de cette affaire, reproposée intégralement dans les colonnes du journal. Et le journal tente de resituer les véritables causes de cette bataille qui met en scène Etundi Oyono, ça c'est connu de façon spéciale et officielle, mais qui pourrait également, selon le journal, mettre en scène le ministre de la Justice, Laurent Esso. L'objet central, si on s'en tient à ce que le journal indique ce matin, c'est le contrôle du port autonome de Douala. Et à ce sujet-là, le journal semble indiquer que la fissure est profonde entre les deux hommes de la haute administration dans d'autres pays, mais également le port aujourd'hui qui semble produire des résultats assez satisfaisants. Merci beaucoup Jean-Jacques Zé pour cette revue de presse. Madame, je vous remercie. Avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouvera demain à 7h30. Hein. Nous serons là. Nous serons là. Mettons le cap sur Yaoundé pour y retrouver Ebel Oliga. Ebel, c'est à vous. Bonjour. Bonjour Soflane, bienvenue à Yaoundé. Merci de nous retrouver en ce matin très doux, réveil très doux ce matin, je l'ai dit, Soflane. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à cette tranche matinale. Et on commence directement cette revue de presse avec l'action commission de discipline du RDPC. L'action nous dit que le travail continue. Contrairement aux allégations d'une certaine presse, indique le journal proche du parti au flambeau ardent. Les travaux de la commission de discipline du comité central du RDPC se poursuivent sereinement. Le journal du flambeau ardent ajoute d'ailleurs qu'un premier rapport a été acheminé à la hiérarchie du parti qui jugera de l'opportunité de ce timing et du timing d'administration des sanctions. Le pied de une du journal L'Action nous fait savoir que les listes électorales comptent déjà 4 776 nouveaux inscrits depuis la révision des dites listes entamée le 2 janvier dernier. L'opération qui se poursuit encore laisse entrevoir de belles perspectives en ce qui concerne le nombre des Camerounais qui vont figurer dans le fichier électoral. Le jour de ce mercredi matin, publie l'interview de l'ancien directeur général des brasseries du Cameroun. André Siaka parle ici dans les colonnes du Quotidien Bleu de son parcours à la SABC, du déploiement de cette entreprise dans le secteur brassicole et de l'économie nationale. L'ancien DG des brasseries du Cameroun s'exprime aussi au sujet de ses activités connexes dans les organisations telles que le JICAM, le comité FAL, Chanas Assurance ou encore Ecobank, les projets pour lesquels il entend s'investir maintenant à l'instant de route AF. Le Quotidien Bleu propose également à la lecture ce matin la réaction du chairman du SDF à propos des conditions de sa participation à la gestion des affaires du pays. Le SDF s'exprime sur le futur gouvernement, titre le journal de Aman Mana ce matin, lequel indique que le Social Democratic Front dément avec vigueur les affirmations annoncées au sujet de sa participation au prochain gouvernement. Émergence de ce matin fait une projection sur les hommes de demain, même s'il ne parle pas de ce prochain gouvernement. Le journal de Magnus Biaga s'intéresse à ces leaders de demain. Un seul point en commun, ils ont tous moins de 50 ans. Alamine Ousmane Mey, Franck Biya, Paul Elungche, Mathias Onangini, Seydou Njoya, Yoshua Oshi, Aminatou Aïdjo, Modeste Mopa, Célestin Tawamba ou encore Hilaire Kamga, les portraits de ces hommes et femmes qui incarnent l'élite dirigeante de demain dans ce numéro de Émergence.
L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, Diapason, est en kiosque. Le journal de François Mboké s'intéresse au budget d'investissement public et nous indique que le MINFI et le MINMAP seraient à couteau tiré. Diapason précise que les deux départements ministériels se jettent à nouveau la responsabilité de la sous-consommation du budget d'investissement public de l'exercice 2013. Dans son espace consacré à la sous-région, l'hebdomadaire Diapason fait une chronique d'une relation ambiguë entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, deux pays liés par le sang, l'histoire et la géographie. L'espace sous-région de Diapason parle aussi et surtout de la nouvelle présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, et les défis qui l'attendent. L'hebdomadaire de François Mboké pense qu'elle a pour premier chantier, autant pour moi, à bâtir la restauration du calme et de l'état de droit dans un pays où la haine s'est introduite dans le sang des populations. Elle doit également faire face, en plus de l'insécurité qui circule dans les rues de Bangui, à la reconstruction d'un pays en proie à la crise économique. L'étincelle de l'info s'intéresse également à la nouvelle présidente de la RCA. Pour De Spark, Catherine Samba Panza est une mère arrivée là pour sauver la République centrafricaine, voire même l'Afrique centrale. Le journal de Pauline Billon pense que la RCA a le médecin qu'il faut. Une femme, une mère qui saura donner le réconfort et le bon médicament à la Centrafrique malade de sa crise. La mère du vocable maman de Bangui est en mission commando. De Spark résume celle-ci en quelques pistes d'analyse. Reconstruire le pays, réunir les Centrafricains, faire cesser les exactions et les exécutions, organiser les élections générales dans les délais, pour ne citer que ces dernières pistes évoquées dans ce journal. À côté de l'hebdomadaire de Spark, dresse également un portrait express de Catherine Samba Panza, cette internationale née le 26 juin 1954 à Fort-Lamy au Tchad et fille d'un géostratège, un géométéorologue camerounais du groupement Belinga de Yaoundé, femme d'affaires, dame de la société civile et du dialogue, femme politique révélée au lendemain de la prise de pouvoir de Michel Djotodia, que de casquettes et de mots pour décrire la nouvelle présidente de la République centrafricaine. Cependant, pour le journal des décideurs, Crise et Solutions, Catherine Samba Panza aurait été piégée. Pour l'hebdomadaire de Joseph Diemo, la présidente de la RCA, qui a plutôt hérité d'un brûlot. Elle doit impérativement surmonter la disproportion entre l'espoir qu'elle incarne, l'immensité des attentes fondées sur elle et son potentiel réel. Crise et Solutions se demande alors si Catherine Samba Panza pourra garder la légendaire liberté de manœuvre face à sa lourde mission. Est-ce que cette mère de famille de confession chrétienne, qui a jusqu'ici brillé par des promesses tenues, tiendra à ses engagements? Autant de questions qui guident l'analyse de notre confrère Arnaud de Pesa dans ce numéro de Crise et Solutions. Le journal des décideurs, dans sa sous-tribune de ce matin, nous fait remarquer que Mbengor est la cible d'une certaine presse à gage. L'actuel ministre de la Défense, nous dit Crise et Solutions, serait victime d'un léchage médiatique de la part d'une certaine presse qui, comme on le lit ici, a arrêté de façonner objectivement et positivement l'opinion publique, laquelle donne malheureusement naissance à un journalisme d'un genre nouveau, la désinformation. Le journal de Joseph Diemo ajoute que ce chantier inutile est démasqué. Est l'œuvre des réactionnaires tapis dans l'ombre. Et puis, très rapidement, on va parcourir ces derniers titres, retrouvés dans les kiosques. Ce matin, l'épervier dont la une est consacrée à la douane et ses belles perspectives de 2014. Vous pouvez aussi lire dans ce numéro tout sur les envolées de Catino chez Tchala et Somba, à la page 11. Et puis, cette question sur la police camerounaise qui partage la une de l'hebdomadaire de Léopold Clovis Noudieu ce matin. Martin Barganguele a-t-il réussi? Investigation est aussi à découvrir ce matin dans les kiosques. Le journal de Yassa Soleil révèle au sujet de Iya Mohamed que le rapport de la CONAC était tronqué. Tous les détails de cette révélation sont contenus dans ce numéro de investigation. Et pour finir, Cameroun Tribune est également en kiosque. Le quotidien bilingue national se demande qui de l'Assemblée nationale ou du Sénat vient avant qui.
Des informations à lire dans les kiosques au prix de 400 francs par journal. C'est tout pour cette revue de presse de ce matin. Retrouvons-nous demain. Excellente journée et bonne continuation en compagnie de nos téléspectateurs Souflam. Merci beaucoup Ebel. Excellente journée à vous aussi et à toutes les personnes qui nous regardent sous le ciel de Yaoundé d'ailleurs.